Les années 1930 ont été une période de tension pour la paix mondiale. Une suite d'événements en Europe et en Asie laissait pressentir l'éclatement prochain d'une seconde guerre mondiale. Le gouvernement canadien a alors réalisé que la défense du pays s'articulait autour de la protection de Terre-Neuve et Labrador. Une invasion ennemie dans cette région rendrait la côte est du Canada vulnérable à une attaque et menacerait les routes de convoi. De plus, le minerai extrait des mines de l'île Belle était vital pour l'industrie sidérurgique et les aéroports de Gander et de Botwood jouaient quant à eux un rôle de premier plan dans les vols transatlantiques. Mais il y avait un problème. Terre-Neuve et Labrador n'avaient pas de défense efficace. Elles n'avaient pratiquement pas de troupes, de fusils et de fortifications. Sachant que le gouvernement de Terre-Neuve et Labrador n'avait pas les ressources nécessaires pour organiser rapidement et assurer adéquatement sa défense, les gouvernements britanniques, canadiens et terre-neuviens ont convenu que le Canada allait assumer cette responsabilité. Lors d'un discours au Parlement canadien le 8 septembre 1939, le premier ministre canadien Mackenzie King a déclaré que « L'intégrité de Terre-Neuve et Labrador est essentielle à la sécurité du Canada. En participant dans la mesure de nos moyens à la défense de Terre-Neuve et Labrador et des autres territoires britanniques et français dans cet hémisphère, nous défendrons non seulement le Canada, mais nous aiderons aussi la Grande-Bretagne et la France. » Au cours des années suivantes, le Canada a dépensé de grosses sommes pour agrandir les aéroports de Gander et de Botwood, construire une base navale à St. John's et une installation de réparation de navires près de Bay Bulls, ainsi que des bases aériennes à Torbay et Goose Bay. La construction n'a pas vraiment commencé avant le printemps et l'été 1940, après que l'Allemagne nazie a défait la France et occupé une grande partie de l'Europe de l'Ouest. Craignant que l'Amérique du Nord soit sa prochaine cible si l'Angleterre n'arrivait pas à résister, l'armée canadienne a obtenu la permission du gouvernement de Terre-Neuve, avec l'approbation de la Grande-Bretagne, de stationner des forces aériennes et terrestres à Gander et Botwood au mois de juin. Les Canadiens n'étaient pas les seuls à s'installer amicalement sur l'île. En 1941, les États-Unis ont aussi obtenu la permission d'établir des bases militaires à Terre-Neuve et Labrador. Les membres du personnel américain ont commencé à arriver en grand nombre à Stephenville, Argentia et St. John's. Des détachements américains étaient aussi stationnés aux côtés des troupes canadiennes aux aérodromes de Gander et Goose Bay et dans plusieurs petites collectivités ayant une importance stratégique telles que Sandy Cove et St. Bride's, où des stations radars ont été installées. Au plus fort de l'occupation militaire, il y avait environ 6 000 Canadiens et 10 000 Américains à Terre-Neuve et Labrador. Un certain malaise régnait à Ottawa à propos de l'imposante présence américaine dans la région. Le Canada commençait à réaliser qu'il avait des intérêts importants et permanents à Terre-Neuve et Labrador et que ces intérêts méritaient d'être protégés. C'est la principale raison qui l'a incité à établir un Haut Commissariat du Canada à St. John's en juillet 1941. Ce bureau était réservé traditionnellement aux Dominions autonomes. Pour Terre-Neuve et Labrador, la Seconde Guerre mondiale a amorcé une ère de grande prospérité économique. Les gouvernements canadiens et américains ont dépensé des millions de dollars pour construire les bases militaires et l'essor qui s'en est suivi dans le secteur de la construction a favorisé la création de milliers d'emplois bien rémunérés pour les travailleurs locaux. Les entreprises de la région ont aussi prospéré. Les entrepreneurs responsables de la construction des bases militaires achetaient le bois de charpente et les matières premières chez les marchands de bois locaux. Et les troupes de passage dépensaient de grosses sommes d'argent dans les magasins, restaurants et autres entreprises des environs. En 1941, il n'y avait presque pas de chômage sur l'île. Les circonstances ont aussi profité aux fonds publics. En 1941, Terre-Neuve a affiché le premier d'une série de surplus budgétaires et commencé à accorder des prêts exempts d'intérêt à son ancien créancier, la Grande-Bretagne.
Terre-Neuve a retrouvé son autonomie financière et il était généralement admis que la commission de gouvernement allait être remplacée peu après la guerre. Beaucoup de gens croyaient que Terre-Neuve et Labrador allaient regagner l'autonomie gouvernementale qu'elle avait perdue en 1934. Toutefois, à la fin de la guerre en 1945, les hauts fonctionnaires canadiens ont décidé que, dans la mesure du possible, Terre-Neuve et Labrador devraient être intégrés dans la Confédération. Au cours des 5 années précédentes, les gouvernements terre-neuvien et canadiens avaient collaboré avec succès et élaboré un plan de défense intégré. Le Canada contrôlait les installations stratégiques vitales et refusait que Terre-Neuve se retrouve dans la sphère d'influence américaine. Bref, Terre-Neuve était désormais plus importante que jamais pour le Canada, et peut-être devrait-elle devenir une province canadienne. Le Canada n'était pas seul à voir les choses sous un nouveau jour. La guerre a aussi aidé Terre-Neuve et Labrador à passer de la sphère nord-atlantique à la sphère nord-américaine. Son économie était intégrée plus que jamais à celle du Canada. L'afflux de travailleurs entre Terre-Neuve et le Canada continental augmentait, de même que le nombre d'importations. En revanche, les liens entre la Grande-Bretagne se sont fragilisés. En 1939, Terre-Neuve et Labrador importaient 37 % de ses produits du Canada et 24 % du Royaume-Uni. En 1945, la part du Canada a grimpé à 61 %, tandis que celle de la Grande-Bretagne a chuté à 4 %. Il est plus difficile de chiffrer les impacts sociaux ayant découlé des nouveaux liens qu'ont rapidement créés les Terre-Neuviens et Labradoriens avec les milliers de membres du personnel militaire américain et canadien en poste dans leur pays autrefois isolés. Des établissements tels que le Caribou Hut et le Red Triangle Club organisaient des danses et d'autres activités de loisirs qui facilitaient grandement les rencontres entre les civils résidant à Terre-Neuve et les membres des troupes étrangères. Beaucoup de mariages ont eu lieu entre des femmes de la région et des militaires en poste. La présence d'un aussi grand nombre de Canadiens et d'Américains, de même que la découverte de nouveaux biens de consommation et divertissement, ont permis aux Terre-Neuviens et Labradoriens de jouir d'une meilleure qualité de vie liée au mode de vie nord-américain. De son côté, le gouvernement britannique réfléchissait lui aussi à l'avenir de Terre-Neuve. Comme les fonctionnaires d'Ottawa, il était en faveur d'une adhésion à la Confédération canadienne. Mais que voulaient les Terre-Neuviens et Labradoriens? Le secrétaire d'État au Dominion, Clement Attlee, a visité l'île en 1942 pour se renseigner sur leurs intentions. L'année suivante, 3 membres du Parlement britannique ont séjourné à leur tour sur l'île dans le cadre d'une visite d'amitié. Ces investigations ont montré que même si très peu de gens semblaient en faveur de la Confédération, l'éventualité d'une instauration immédiate et inconditionnelle d'un gouvernement responsable était loin de faire l'unanimité. Le fait qu'il n'y ait pas eu de gouvernement démocratique à Terre-Neuve et Labrador depuis 1934 inquiétait tout particulièrement Clement Attlee. Il était d'avis que les Terre-Neuviens et Labradoriens avaient intérêt à être mieux informés sur le plan politique avant de décider de leur avenir. Un autre facteur inquiétait les Britanniques. Ils craignaient qu'une fois que l'essor économique dû à la guerre prendrait fin, la situation économique de Terre-Neuve risquait de se détériorer rapidement. Si le pays était indépendant, risquait-il de s'effondrer de nouveau comme ce fut le cas au début des années 1930? Et dans ce cas, réclamerait-il l'aide de la Grande-Bretagne une fois de plus? Finalement, le bureau des Dominions de Londres a décidé de ne pas rétablir immédiatement un gouvernement responsable à la fin de la guerre. Il a préféré qu'une convention nationale élue soit mise sur pied en 1946. Son mandat consistait à prendre connaissance de la situation économique de Terre-Neuve et Labrador et à recommander des formes de gouvernement éventuelles pour l'avenir. Par la suite, un référendum allait permettre aux gens de décider quel type de gouvernement allait être habilité à prendre le pouvoir.